20h, 21h, France Info, les informés, Victor Matet. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux Informés. Comme tous les samedis, vous le savez, place aux correspondants de la presse étrangère en France. Au menu ce soir, ces votes aux États-Unis sur les aides apportées à l'Ukraine. Cela vient de tomber. Israël, un soutien aussi à Taïwan. Peut-être un tournant en jeu aussi, l'interdiction de TikTok sur le sol américain. Qu'est-ce que tout cela va changer? Marine Le Pen à Mayotte, après un passage à La Réunion. Les Outre-mer courtisés par les candidats aux européennes. Cette stratégie est-elle payante? Nous en débattrons. Le choc des savoirs, attaqué devant le Conseil d'État par des parlementaires, un prolongement du mouvement de contestation des professeurs et des parents dans de nombreuses villes depuis des semaines. Et puis du football avec, vous l'entendiez, la demi-finale de Ligue des champions féminine entre Lyon et le PSG. De quoi s'intéresser à la place du foot féminin dans les différents pays de nos informés, dont l'Inde. Bonsoir Vaïjou Naravane. Bonsoir. Correspondante indienne en France, Adeline Percept est là aussi. Bonsoir Adeline. Bonsoir Victor. Correspondante pour la Belgique de la RTBF à Paris, Juan José Dorado à vos côtés. Bonsoir. Journaliste espagnol en France, et Alexandre Adet, correspondant suisse de la RTS. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et bonsoir à tous et bienvenue. C'est parti pour une heure de débat. Aux États-Unis, la Chambre des représentants se penche donc ce soir sur un grand plan d'aide pour l'Ukraine, Israël, mais aussi Taïwan. Le vote qui concerne une enveloppe de 95 milliards de dollars au total, dont 61 pour Kiev, qui était jusque-là bloqué depuis des mois en raison de querelles politiques internes entre démocrates et républicains. Le vote vient d'avoir lieu pour débloquer donc cette aide. Aucune aide financière américaine n'était parvenue aux Ukrainiens depuis près d'un an et demi. Avant d'évoquer l'Ukraine, un petit mot sur TikTok avec ce vote pour interdire à terme le réseau social aux États-Unis. Le Sénat devra se prononcer à son tour. C'est une sanction envers la Chine. Je me tourne vers vous, Vaïjou Naravane. TikTok est déjà interdit en Inde, notamment depuis 3 ans. Oui, en fait, nous avons Narendra Modi qui est en train de se faire réélire dans la plus grande élection du monde. Les élections générales qui vont durer 6 semaines en ce moment en Inde. Oui, actuellement, on vote pendant 6 semaines. Mais lui, il a interdit TikTok dans un tour de main. Alors qu'aux États-Unis, vous avez toutes ces questions qui se posent sur la liberté d'expression, si on a le droit d'interdire un médium comme ça. Et non, Modi, ben voilà, j'aime pas la Chine, ils nous ont attaqués, ce sont nos ennemis, donc paf, je mets fin à TikTok. Une guerre diplomatique qui se joue à travers Internet et les réseaux sociaux. Alexandre Adet, bon, ce n'est pas nouveau, mais on en a une nouvelle illustration avec cette décision pour peut-être interdire TikTok à terme sur le sol américain. Il y a plusieurs enjeux. Il y a déjà l'enjeu de l'espionnage, ou en tout cas de la collecte de données qui est vraiment lié au Parti communiste chinois et du régime chinois. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour les démocraties libérales. Et puis aussi un enjeu, je dirais, de santé mentale pour nos adolescents. On sait les dégâts cognitifs que cette application génère, inflige aux jeunes cerveaux. Je ne sais pas si c'est le souci premier des responsables américains. C'est pas le souci premier, mais disons que c'est quand même moi je trouve une raison assez valable pour dire non à TikTok. Un mot là-dessus, Adeline Percept? Oui, non, pour moi, il y a un autre enjeu qui est tout à fait fondamental, c'est celui des deepfakes, des hyper-trucages qui fleurissent notamment sur TikTok, et ce n'est pas anodin, et qui mettent gravement en péril tout un tas de choses, et globalement la démocratie. Enfin, je veux dire, quand on se retrouve face à des hyper-trucages qui font dire tout et n'importe quoi à des hommes politiques en pleine campagne électorale, c'est très grave. Et on s'aperçoit, moi j'ai fait un reportage là-dessus cette semaine, on s'aperçoit que quand on présente des hyper-trucages comme ça à des jeunes dans la rue, spécialement des jeunes, ils n'y voient que du feu. Donc, oui, parce que c'est souvent extrêmement bien fait. Exactement. Donc, soit il faut passer par des interdictions des plateformes qui permettent ce genre de choses, soit il faut légiférer avant diffusion. C'est absolument fondamental, je pense, pour les démocraties. Juan José Dorado, TikTok et la démocratie, justement. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis d'accord avec vous sur tous les points, mais réfléchissons un tout petit peu. Vous avez des grands médias très sérieux, français et internationaux, qui vont sur TikTok. Vous avez des hommes politiques très sérieux qui vont sur TikTok. Donc, et tant mieux. Et tant mieux. Donc, ce que je veux dire par là, il faut réguler. Ce que tu disais, Adeline, à l'instant, il faut réguler. Mais je ne sais pas si les mesures d'interdiction, elles sont là essentiellement pour faire peur. C'est une bataille diplomatique essentiellement entre les États-Unis et la Chine. Mais pour le reste du monde, hormis l'Inde qui interdit quand elle veut et comme il veut, mais
pour le reste du monde, le problème, c'est que si on fait quelque chose en particulier avec TikTok, il va falloir le faire sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Donc, on n'en finirait jamais. Mais surtout, régulons et informons et formons nos jeunes, parce qu'en fait, si on forme les jeunes, on évitera beaucoup de problèmes. Et il en sera forcément question à la fin du mois à Pékin, puisqu'on apprend à l'instant aussi qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, se rendra en Chine du 24 au 26 avril. Revenons à l'Ukraine. Hier, lors d'une réunion à distance avec l'OTAN, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, avait exhorté les États-Unis à lui venir en aide. On l'écoute. L'Ukraine ne vous a pas demandé d'envoyer vos soldats combattre les occupants russes. Les Ukrainiens tiennent la ligne de front par leurs propres moyens en recevant une assistance militaire. Mais cette assistance est encore très limitée. En particulier, nous attendons toujours de nouveaux programmes de soutien de la part des États-Unis. Nous avons besoin de 7 Patriots ou de systèmes de défense aériens similaires. Et c'est un nombre minimum. Ils peuvent sauver de nombreuses vies et changer la situation. Vous possédez de tels systèmes, je vous en prie. Et cette nouvelle aide militaire qui vient donc d'être votée ce soir, 61 milliards de dollars par la Chambre des représentants aux États-Unis. Un vote crucial donc pour les Ukrainiens, comme le confirme sur France Info le spécialiste des questions internationales Nicolas Tenzer. C'est un vote absolument déterminant, oui. D'abord, on peut d'ailleurs regretter qu'il ne soit pas intervenu plus tôt, puisque ça aurait permis de sauver certainement des milliers de vies ukrainiennes. Mais là, il est totalement décisif, parce qu'on sait que l'Ukraine manque d'armes, manque de munitions, manque aussi de défense anti-aérienne, et que si l'on ne veut pas que l'Ukraine s'effondre véritablement, soit cette année, soit l'année prochaine, des armes massives sont évidemment nécessaires. Voilà, Nicolas Tenzer, spécialiste des questions internationales sur France Info. On va débattre de ce vote en faveur de l'Ukraine juste après. L'essentiel, le fil info, à 20h10 avec vous, Louise Buyens. Il est accusé de violence conjugale. Le procureur de Cahors dans le Lot va comparaître devant le tribunal correctionnel de Montauban en juin prochain. Son épouse a porté plainte plusieurs fois. Le couple est en train de se séparer. Selon les informations de France Info et de France Bleu Périgord, le magistrat veut également porter plainte pour violence contre sa femme. Une plainte pour homicide involontaire a été déposée par la famille de l'adolescente de 14 ans qui est morte suite à un malaise cardiaque en marge de l'attaque au couteau qui a légèrement blessé 2 fillettes jeudi dernier. Une autopsie et des examens plus poussés du corps de la victime sont prévus. Le vote peut changer la donne dans le rapport de force entre l'Ukraine et la Russie. Le Congrès américain vient de voter une enveloppe de 61 milliards de dollars à destination de Kiev pour l'aider dans la guerre contre la Russie. Le Sénat doit encore valider la mesure. Les États-Unis qui viennent par ailleurs d'adopter un texte qui prévoit d'interdire TikTok dans le pays, sauf si le réseau social coupe ses liens avec sa maison mère et plus largement avec la Chine, accusée d'espionner les utilisateurs. Interdire TikTok violerait la liberté d'expression de 170 millions d'Américains, a réagi la plateforme. C'est de très bon augure. À 3 mois des Jeux Olympiques, le perchiste Armand Duplantis a battu son propre record mondial d'1 centimètre. Il a sauté à 6,24 m pour les finales de la Ligue de diamant d'athlétisme en Chine. Le prodige suédois avait atteint son précédent record il y a seulement 7 mois. France Info. 20h, 21h, les informés. Victor Matet. Et l'information de ce début de soirée, c'est donc aux États-Unis la Chambre des représentants qui vote en faveur de l'aide pour l'Ukraine, 61 milliards de dollars débloqués. Ce n'est pas la première fois que Volodymyr Zelensky s'adressait de cette manière. On l'a entendu il y a quelques instants aux élus américains. Qu'est-ce que cela va changer, cette enveloppe concrètement, Vaijouna Ravane ? D'abord, je crois que ça va aider énormément les Ukrainiens, ça c'est évident parce qu'ils sont au bord de la faillite, au bord de la défaite et vraiment la situation est devenue terriblement critique. On aurait dû voter cette aide il y a bien des mois, mais il y a une partie du Parti républicain aux États-Unis qui est farouchement contre, exactement comme le président Trump, qui ne voudrait absolument pas qu'on aide les Ukrainiens. Finalement, on est arrivé, mais le speaker, le leader de la Chambre des représentants a dû jouer un jeu extrêmement astucieux qu'il a
couper le vote parce que c'est un vote pour l'aide dans plusieurs différents volets. Et à la fin, on va mettre tous ces différents volets ensemble pour faire un seul acte de législation, mais il a fallu voter petit à petit et avoir les accords sur telle ou telle clause. Et Mike Johnson a vraiment été assez remarquable là-dedans. Il n'a pas plu à l'aile extrême de son parti. Il est allé quand même contre certaines des personnes qui l'avaient voté pour lui, pour remplacer Kevin McCarthy. Sans cette aide, le chef de la CIA disait cette semaine que l'Ukraine pourrait rendre les armes, on va dire, avant la fin de l'année. C'est de dire qu'elle était vraiment bienvenue, cette enveloppe, Alexandre Abbé. Oui, et en plus, on a commencé à se demander qu'elle n'allait pas arriver, enfin qu'elle était suspendue jusqu'aux élections de novembre, que si Donald Trump revenait à la Maison-Blanche, advienne que pourra. Là, effectivement, on imagine le soulagement, en tout cas provisoire peut-être, des Ukrainiens qui ont vu aussi le week-end passé ce qui se passait dans le ciel israélien et ont vu que l'Occident, les États-Unis en particulier, mais aussi la France, sont intervenus directement pour sécuriser l'espace aérien israélien. Et peut-être il y avait un peu d'amertume aussi chez les Ukrainiens, même si évidemment l'Occident est plus réticent à intervenir directement vu le contexte avec la Russie. Mais voilà, je trouve que les États-Unis retournent un peu à leurs fondamentaux de défense des démocraties libérales, que ce soit évidemment la protection historique d'Israël, mais aussi une position ferme vis-à-vis de la Chine. Avec un vote ce soir aussi pour Israël, on y reviendra. Adeline Percept, il y a toujours tout de même cette menace d'un retour de Donald Trump en fin d'année qui, malgré cette enveloppe, pourrait changer la donne? Oui, effectivement, parce que Trump, jusqu'ici, est quand même contre. Et il le dit assez clairement. Et en fait, il y a une sorte de parallèle que je fais, moi, entre Trump et Marion Maréchal sur ce point-là. Je vous explique. Trump dit « c'est aux Européens de s'occuper de l'Ukraine. C'est pas notre problème. Et Marion Maréchal fait exactement la même chose sur l'immigration. Elle dit « c'est aux Africains de traiter le problème de l'immigration ». Ce qui me semble être franchement une géopolitique vue par le très petit bout de la lorgnette. Et du coup, c'est vrai qu'il y a cette épée de Damoclès au-dessus des Ukrainiens pour le vote aux États-Unis au mois de novembre. Juan José Dorado. C'est un pas, ce vote, c'est 61 milliards, mais effectivement, je ne suis pas sûr encore que ça puisse changer la donne. Ça va changer la donne, effectivement, si Donald Trump n'est pas président au mois de novembre. Ça peut changer la donne si les Européens définitivement commencent à respecter sa parole et à faire venir les munitions et l'argent dont a besoin l'Ukraine pour pouvoir continuer sa guerre contre la Russie. Mais en tout état de cause, effectivement, aujourd'hui, tu avais tout à fait raison, les États-Unis sont rentrés à sa base principale, c'est-à-dire la défense de la démocratie. N'oublions pas que dans ce vote, il y avait aussi une aide pour Israël, il y avait aussi une aide pour Taïwan. Donc, ça permet effectivement de retrouver les États-Unis, au moins pour quelques semaines, pour quelques mois, dans le rôle qui a été toujours le sien depuis la Deuxième Guerre mondiale. Vaïjou Naravaneh, on l'a dit, c'était aussi une question effectivement de politique interne. Vous l'avez décrypté déjà en partie, ce vote. Oui, totalement, parce que même dans le Congrès, vous avez les démocrates qui sont massivement pour l'aide pour l'Ukraine. La reluctance vient des républicains qui prennent leur indication de Trump, effectivement. Et Trump, tout le monde sait à quel point il est pro-Poutine, il a toujours été pro-Poutine. Et donc, quelque part, les républicains ont cette idée que vraiment, Ukraine n'a pas été tout à fait droit dans cette histoire, qu'il y a eu des problèmes, de la corruption en Ukraine. Il y a énormément d'idées de ce genre qui flottent dans le camp républicain. Et le fait que Johnson a pu quand même faire venir ensemble et jeter les ponts entre les démocrates d'un côté et les extrémistes républicains de l'autre, même s'il y a 112 voix qui se sont exprimées contre ce vote, il a quand même réussi un exploit.
On parlait d'Israël il y a un instant, une aide supplémentaire débloquée aussi en faveur de l'État hébreu. La nouvelle aide américaine est un message fort à nos ennemis, dit d'ailleurs ce soir Israël. Alexandre Abbé, ça reflète aussi la position actuelle des États-Unis parce qu'il y a aussi une aide d'assistance humanitaire pour Gaza qui est prévue dans ce plan. La position américaine, notamment les critiques de l'électorat démocrate de Joe Biden. Oui, c'est ça. Joe Biden est un peu pris entre deux feux, entre la mission quasi historique et incontournable de protection d'Israël et d'assurer son aide militaire dans la région. Et puis, c'est effectivement la pression de l'électorat de gauche, du volet gauche du camp démocrate, notamment la jeunesse, qui pourrait même être tentée de s'abstenir, ou en tout cas, quitte à faire gagner Donald Trump, mais en tout cas de ne pas voter pour Joe Biden s'il persiste dans un soutien inconditionnel à Israël. Donc il y a un peu ces deux volets à ménager et cet équilibre à trouver. Adeline Percept. Oui, 9 milliards d'euros d'aide humanitaire, c'est clairement un signal dans ce package. On sait en revanche que Joe Biden n'est pas du tout sur la même ligne que Benjamin Netanyahou et qu'il est quasiment sur un fil de funambule diplomatique depuis des mois maintenant avec Israël. Il ne s'est pas caché d'ailleurs de ses désaccords avec lui. Exactement. Il l'a dit à de nombreuses reprises. Juan José Derrado, un mot sur cette aide à Israël et à la fois aux Palestiniens. Elle est bienvenue, surtout l'aide humanitaire, effectivement, parce que le côté gauche des démocrates a demandé cette aide. Et puis, il faut quand même tenir compte de cette nouvelle situation au Moyen-Orient, où il y a le rôle de l'Iran et les tensions que nous avons vécues ces derniers jours. Donc, effectivement, elle est bienvenue. L'aide militaire, ça permet aux États-Unis de continuer à dire « j'ai toujours confiance en vous, mais attention à ce que vous faites », parce que depuis plusieurs semaines, ils demandent effectivement qu'ils lèvent un tout petit peu le pied. Mais pour l'instant, la géopolitique internationale et la géopolitique nationale aux États-Unis est tellement compliquée que tout ça peut changer en 48 heures. Voilà, avec ces aides donc apportées à l'Ukraine, à Israël, un soutien également à Taïwan. On y reviendra bien sûr sur France Info. Les informés reviennent dans un instant. L'essentiel d'abord avec Louise Buy, c'est les 20h20. Encore une enquête ouverte par le parquet de Dunkerque dans le cadre de l'assassinat de Philippe Kopman à Grande-Synthe. 2 adolescents ont été mis en examen hier et le cousin de l'un d'entre eux s'est fait agresser la nuit dernière. Il s'est fait voler ses affaires et a été retrouvé nu sur la chaussée. Le veto américain a suscité une colère sans précédent parmi les Palestiniens, estime le chef de l'autorité palestinienne. Jeudi dernier, les États-Unis ont mis leur veto à l'adhésion pleine et entière des Palestiniens aux Nations Unies. Mahmoud Abbas assure qu'il va réexaminer sa relation avec les Américains. Pendant ce temps, les bombardements continuent sur la bande de Gaza. 9 membres d'une même famille ont été tués dans la ville de Rafah, selon les autorités locales. L'armée israélienne dit aussi avoir tué 10 terroristes en Cisjordanie occupée. Les agriculteurs passent le week-end dans l'angoisse. 2 nuits de gel sont attendues lundi et mardi dans une grande partie de la France. Cela risque de causer beaucoup de dégâts dans les vignes et sur les arbres fruitiers, prévient sur France Info le vice-président de la FNSEA. Un duel franco-français en Ligue des champions féminines de foot. L'Olympique lyonnais reçoit en ce moment le Paris Saint-Germain. Pour le moment, les Parisiennes mènent le jeu 2-0. France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. Et on va justement faire un détour par Lyon, Xavier Montferrand, pour cette demi-finale de Ligue des champions féminine. Avantage donc aux Parisiennes. Oui, effectivement, bonsoir Victor. 65e minute, on a passé l'heure de jeu. Et oui, incroyable mais vrai, ce sont les Parisiennes qui mènent 2-0 grâce à une grande Marie-Antoinette Katoto, l'attaquante internationale, la numéro 9 du Paris Saint-Germain, qui a marqué, mais alors vraiment contre le cours du jeu, juste avant la mi-temps, à la 44e. Et dès le retour des vestiaires, 48e, le 2-0, pareil. Un peu la même situation, un ballon mal dégagé, mal négocié par la défense lyonnaise qui est puni automatiquement vraiment sur les 2 actions les plus dangereuses pour les Parisiennes. Eh bien, elles ont réussi à marquer 2-0 donc pour les joueuses du PSG. On joue la 66e minute et encore les Parisiennes auraient
peut-être même pu mettre le ballon du 3-0. Depuis, ça s'est un petit peu équilibré. Mais oui, les Parisiennes mènent 2-0 dans cette demi-finale aller. Merci Xavier, on se retrouvera tout à l'heure pour vivre ensemble la toute fin du match. Les européennes à présent, à 7 semaines du vote, ce sera le dimanche 9 juin. Plusieurs candidats ou leurs représentants continuent de faire de l'œil au territoire d'outre-mer. Raphaël Glucksmann est à La Réunion pour le PS et Place Publique, là où se trouvait jusqu'à hier Marine Le Pen, la chef de file des députés Rassemblement National, désormais à Mayotte, accueillie comme une véritable star, collier de fleurs et accolade la responsable d'extrême droite qui s'est exprimée sur l'immigration en provenance des Comores. Il faut que la France fasse preuve d'autorité. Il est insupportable, inadmissible que notre gouvernement continue à avoir des mots doux pour les Comores qui contestent notre intégrité territoriale. Je rappelle que le président de la République est garant de l'intégrité de la France. Or, manifestement, ils se servent de l'immigration clandestine, ils la poussent, ils incitent à cette immigration clandestine dans un but bien précis, c'est de priver Mayotte de son lien avec la France. Marine Le Pen à Mayotte, donc sur l'immigration, sujet numéro 1 de son déplacement. Écoutez l'analyse de Christiane Radifinarivo, politologue, chercheuse associée à l'Université de La Réunion et au CEVIPOF à Sciences Po. Marine Le Pen vient consolider un terrain où elle est bien implantée depuis plusieurs années maintenant, puisque c'est le terrain principal pour l'immigration. Ça constitue donc la moitié des reconduites à la frontière en France, soit autour de 25 000 reconduites par an, ce qui est énorme pour un si petit territoire, évidemment, et ce qui permet donc au Rassemblement national de développer une stratégie et un discours autour de l'anti-immigration, non pas contre les musulmans cette fois-ci, comme ça se retrouve souvent dans les discours à l'échelle nationale, mais pour le coup anti-comorienne, donc dans le contexte d'un territoire qui est revendiqué par les Comores et que la France considère comme française dans son droit interne. Vaijouna Rabané, on comprend bien qu'il y a là un double objectif. On a entendu Marine Le Pen séduire de nombreux électeurs et nationaliser aussi ce scrutin des européennes en vue de 2027. D'ailleurs, c'est Marine Le Pen qui est là et pas Jordan Bardella. Oui, absolument. Elle est là pour soutenir Jordan Bardella quand même. Mais là, vraiment, on dédouble l'extrême nationalisme avec le débat sur l'immigration. Donc voilà, les cibles qui sont toutes faites pour Marine Le Pen. Et elle est en train de vraiment renforcer la popularité de RN qui a toujours été fort, hein, il faut le dire. Il y a cette idée, Alexandre Abbé, voilà, de prendre un territoire finalement un peu comme une sorte d'expérimentation entre guillemets, voilà, et d'en faire une politique nationale. Exactement, un laboratoire un peu de l'extrême droite. Le gouvernement a un peu mis la pied aussi, ouvert la porte avec la discussion sur la fin du droit du sol, et évidemment que l'extrême droite saute sur l'occasion pour tenter de généraliser ceci en métropole ou sur le continent européen, et presque en présentant ce qui se passe à Mayotte, qui est quand même un cas particulier, comme une espèce presque de dystopie de ce qui pourrait arriver en Europe avec le fantasme du grand remplacement et tous ces discours-là. Donc effectivement, là, Marine Le Pen a un terreau très favorable pour faire campagne, et c'est sans doute assez efficace. C'est un passage obligé, on va dire, Adeline Percept, ces territoires d'outre-mer pour les candidats. Ah, mais pour Marine Le Pen, en tout cas, c'est du pain béni. C'est du pain béni. Elle est arrivée très, très, très largement en tête. Le RN est arrivé très largement en tête aux dernières européennes, à toutes les dernières élections. Les dernières européennes, elle a fait 46%, la liste soutenue par le Rassemblement national. Et en plus, il y a des réserves de voix parce que dans ces territoires, et notamment à Mayotte, il y a 70% d'abstention. Donc, elle peut encore aller chercher des électeurs sans aucun problème. C'est un début aussi, d'ailleurs, d'aller convaincre ceux qui ne votent pas. Oui, bien sûr. Et pour tous les candidats, c'est un enjeu. Raphaël Glucksmann, à La Réunion, je l'ai trouvé très pédagogique sur ce que pouvait apporter l'Union européenne et le Parlement européen en particulier à ces territoires. Et les aides, de fait, le statut particulier de ces territoires dits ultra-périphériques,
procure à tous ces parce que vu que territoires... Paris ou de la métropole, l'Europe, Bruxelles semble déjà très loin, mais alors à la Réunion, à Mayotte, n'en parlons pas. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Semble, je dis. Ah oui, non, mais ce n'est pas vrai. Semble pour les habitants. Ce n'est pas vrai du tout, parce que ces territoires-là ont un statut particulier au sein de l'Union européenne. Ils ont plus d'aide, notamment agricole, ils ont plus d'aide de l'État aux entreprises. Et selon un rapport sénatorial, en fait, les régions ultra-périphériques, elles sont essentiellement françaises. Il y a 6 territoires français et un peu les Canaries, n'est-ce pas? Et en fait, en France, c'est 3% de la population, 17% des fonds de type FEDER, des fonds structurels. Les Canaries, j'ai bien compris que vous vouliez passer la parole à Juan José Dorado. On va l'écouter, mais dans un instant seulement. Ce sera dans la seconde partie des Informés. D'abord la météo et l'info. On se retrouve juste après. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Un temps plutôt calme, c'était le cocktail aujourd'hui à la faveur de l'anticyclone bien ancré sur les îles britanniques avec quand même une instabilité résiduelle sur les frontières de l'Est. Instabilité que l'on retrouve ce soir avec même une limite pluie-neige qui a tendance à s'abaisser et un vent qui reste marqué sur la vallée du Rhône. Côté Mercure, c'est frais également de 4 à 16 degrés ce soir et demain on le retrouve ce clivage avec même sur les Vosges une limite pluie-neige qui s'abaisse à 400 mètres. Partout ailleurs une impression lumineuse mais les gouttes de pluie vont avoir tendance à gagner l'intérieur du pays au fur et à mesure de l'après-midi avec un vent qui va également se renforcer sur l'intérieur des terres. Le mercure va encore baisser demain matin, un petit degré en moins en moyenne avec attention des gelées sur le massif central et l'après-midi, eh bien, on aura du mal à dépasser les 20 degrés sur les littoraux de la Méditerranée et pour la suite, on aura une semaine prochaine à l'image de lundi qui restera perturbée et plutôt fraîche. L'information continue, très bonne soirée sur France Info. Bonsoir à tous. À la une, l'aide américaine à l'Ukraine enfin débloquée. Ainsi viennent d'en décider les députés américains à la Chambre des représentants. Vous le voyez sur ces images, c'est en direct. Une aide de 61 milliards de dollars vient tout juste d'être votée. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, réclamait cette aide à corps et à cri depuis plusieurs mois. Et les députés américains ont aussi menacé d'interdire TikTok aux États-Unis. Texte adopté ce soir par la Chambre des représentants. La plateforme de vidéo est accusée par des responsables américains de permettre à la Chine d'espionner et de manipuler ses 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Réaction immédiate de la plateforme pour qui interdire TikTok, je cite, violerait la liberté d'expression des Américains. 3 jours après la mort du jeune Philippe à Grande-Synthe, 2 adolescents de 14 et 15 ans ont été mis en examen pour assassinat et placés en détention. Le scénario macabre d'un guet-apens se confirme, mais il reste encore beaucoup de questions. Diane Schlinger, Margot Delaunay avec Pierre Clément. Sur les réseaux sociaux, ils se présentaient comme des frères sur fond de rap. 2 amis de tout juste 14 et 15 ans, désormais en prison, mis en examen pour l'assassinat de Philippe Koopman, 22 ans. Ils étaient déjà connus des services de police pour des faits de violence, dégradation et vol en réunion. Sur leur profil, les adolescents parlaient de sexe, d'argent facile et l'un d'eux se targuait de se faire passer pour une jeune fille mineure sur un site de rencontre. « Coucou, ça va? J'ai 15 ans, ça te dérange ?» C'est par ce site qu'ils auraient donné rendez-vous à un homme sur ce parking de Grande-Synthe en pleine nuit il y a 5 jours pour lui tendre un guet-apens. C'est là que Philippe Koopman a été détroussé et battu à mort. Mais selon un de ses amis, ce n'est pas lui qui avait pris ce rendez-vous. La personne nous a contactés, elle nous a envoyé un message. Elle va faire une déposition à la police et Philippe, il allait juste chez son ami. Il était là au mauvais moment et c'est tout. C'est le 3e guet-apens en à peine quelques semaines à Grande-Synthe. À chaque fois des pièges tendus par des petits groupes de jeunes. Le climat est de plus en plus délétère dans cette ville du Nord, avec des appels à la vengeance. Cette nuit, c'est le cousin d'un des 2 suspects, âgé de 15 ans, qui à son tour a été tabassé et retrouvé à moitié nu. Sa petite sœur raconte. Ils ont pris un guet-apens à plusieurs et ils lui ont volé ses habits, son téléphone, ses chaussures. Et vu que c'est mon cousin, ils s'en prennent sur toute notre famille. Qu'est-ce que vous avez eu comme menace? On va vous frapper, votre porte de votre maison va être cassée, etc.
L'adolescent est hospitalisé et n'a pas encore pu être entendu par la police. Après cette série d'agressions, le dispositif des forces de l'ordre a été renforcé dès aujourd'hui. Les enquêteurs sont toujours à la recherche d'éventuels complices dans l'assassinat de Philippe Koopman. Le député des Yvelines, Carl Olive, demande un geste financier en faveur des automobilistes empêchés de prendre l'A13 ce week-end. Concrètement, l'élu Renaissance demande la gratuité des voies de déport, c'est-à-dire une partie de l'A86 et de l'A14, alors que des milliers de franciliens vont rentrer de vacances ce week-end et emprunter ce tronçon qui est payant et l'un des plus chers de France. L'A13, elle qui relie Paris à la Normandie, est toujours fermée, et ce au moins jusqu'à mardi. Une fissure est apparue après un mouvement de terrain. Tout de suite, la suite des informations sur France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. Le retour des informés, il et elle sont toujours 4 autour de la table. Vaïjou Naravane, correspondante indienne en France, Adeline Percept, correspondante de la RTBF, c'est la Belgique bien sûr, à Paris, Juan José Dorado, journaliste espagnol en France, et Alexandre Abbé, correspondant suisse de la RTS. On ne vous a pas encore entendu, Juan José, sur ce sujet des candidats ou de leurs représentants pour les européennes côté français qui se rendent dans les territoires ultramarins. On le disait, il y a un enjeu bien sûr pour ce scrutin du 9 juin, il y a un enjeu aussi important pour ces territoires. C'est un enjeu important, c'est l'enjeu européen, même si on a l'impression qu'il ne s'agit pas d'élections européennes, mais d'élections nationales. Je peux comprendre que Marine Le Pen remplace M. Bardella parce qu'il a fait 59% à Mayotte lors des présidentielles, donc je peux comprendre très bien ça. Mais effectivement... C'est vrai qu'il y a un côté étonnant à ne pas voir le candidat. Voilà, on ne voit pas le candidat, mais bon, elle a fait 59%, donc c'est quand même pas mal. Mais la chose la plus surprenante, c'est effectivement que le pays qui reçoit le plus d'aide pour territoire ultramarin, comme Adeline l'a dit, c'est la France, puisque sur le 9 territoires, 6 sont français, il n'y en a que 2 portugais, les Azores et Madère, et puis les îles Canaries. Donc c'est incompréhensible que du côté de Mayotte, que du côté de la Réunion, de la Guadeloupe, etc., ne savent pas ce que l'Europe leur apporte. Je veux bien croire, parce que les statistiques sont là, que le chômage est endémique, est très important, que la pauvreté est beaucoup plus importante qu'en métropole. Mais il ne faut pas s'en prendre à l'Europe. Il faut d'abord s'en prendre à la France, puisque ce sont des territoires français. Donc, qu'ils fassent des campagnes là-bas, c'est tout à fait logique. Qu'on oublie l'Europe, et on sait, Raphaël Glucksmann, effectivement, a été peut-être jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui a le mieux compris l'enjeu, parce qu'il a parlé de l'Europe, mais pour le reste, effectivement, ils sont en campagne nationale. Marine Le Pen prépare ses futures élections. Attendons voir la France insoumise qui va aussi débarquer là-bas, sachant qu'ils avaient fait quand même des très beaux scores par le passé. On disait l'Europe qui semble très loin pour ses habitants des territoires ultramarins. Vaïjou Naravane, dans un reportage aujourd'hui sur France Info, on entend un habitant qui disait « Je ne savais même pas qu'on votait cette année pour l'Europe ». Ah oui, absolument. Et puis quand on voit, effectivement, il y a la clause 349 sous laquelle on donne beaucoup d'argent à ces territoires éloignés de l'Europe, parce que ce n'est pas considéré comme étant des territoires hors Europe. Ils sont européens aussi bien que la métropole ici ou en Espagne ou au Portugal. Et là, vraiment, les gens ne reconnaissent pas. Le gouvernement ne reconnaît pas, il n'admet pas que toutes ces aides sont reçues. Il y a toujours une espèce de politique nationale qui est jouée dans les territoires d'outre-mer, et c'est extrêmement malsain pour l'Europe, et c'est aussi pas très sain pour la scène nationale. Je voudrais qu'on parle d'éducation à présent dans les informés, d'éducation au cœur d'un recours déposé devant le Conseil d'État par le syndicat d'enseignants CFDT et 5 parlementaires écologistes, en particulier contre les groupes de niveau au collège en français et maths prévus par le gouvernement pour la rentrée prochaine. Écoutez la sénatrice écologiste Monique Demarco, elle était l'invitée ce matin de France Info.
Monique Demarco, que l'on écoutera un peu plus tard, peut-être dans les informés. Petit problème technique, bref, ce recours en tout cas devant le Conseil d'État qui s'inscrit dans un mouvement de contestation, Alexandre Abbé, plus vaste, on l'a vu depuis des semaines, des professeurs, des parents dans plusieurs villes, devant des écoles, devant des mairies. Oui, alors peut-être que le projet n'a pas été bien expliqué. D'ailleurs, il a changé de nom. On a parlé de groupe de niveau, ensuite de groupe de besoins. Donc, on change le label. Est-ce qu'on va vraiment changer le principe ? Moi, je pense que ces groupes différenciés, ça peut marcher. En tout cas, en Suisse, ça marche. Ça existe depuis une trentaine d'années. Voilà, dans certains cantons, ça existe. Mais c'est des choses assez fines, c'est du sur-mesure. C'est des groupes peut-être plus temporaires ou ponctuels sur des aides bien spécifiques. Et pour ça, il faut des moyens. Une députée, je crois, parlait au lieu de choc des savoirs, de choc des moyens. Et c'est ça vraiment aussi ce qui manque peut-être à l'école française, c'est de se donner les moyens pour que vraiment que l'élève ait une trajectoire complète et qu'on ne pense pas juste à l'enfermer peut-être dans quelque chose qui ne serait pas vertueux, mais qui pourrait l'enfermer dans une spirale plutôt négative. Et on va écouter la sénatrice écologiste Monique Demarco, invitée donc ce matin sur France Info. Elle fait partie de ces parlementaires qui ont déposé un recours devant le Conseil d'État. Le gouvernement donc va proposer un choc des savoirs qui est en définitive un tri donc des élèves. Pour nous, c'est inacceptable. Il est impératif donc que nous puissions rejeter ce choc des savoirs. Nous avons très peu de temps puisqu'en définitive, ce décret a été publié le 17 février et que nous avons jusqu'au 17 mai de façon à pouvoir déposer ceci. Donc nous sommes plusieurs parlementaires qui sommes également enseignants ou anciens enseignants, et nous avons déposé donc ce recours pour faire annuler la réforme du choc des savoirs. À notre sens, cette réforme, elle est dangereuse pour notre République, elle crée donc des groupes de niveau au collège, elle institutionnalise, comme je l'ai dit, le tri social en séparant les élèves, et on va donc aggraver les inégalités scolaires au détriment des classes populaires, à notre sens. Voilà, la sénatrice Monique Demarco. Adeline Percept, un danger pour la République, un tri social. Je voyais que vous étiez en train de souffler. Non, mais alors je souffle parce que deux choses. D'abord, il y a une chose, et c'est un coup de gueule que je pousse, le choc des savoirs. Mais qu'est-ce que c'est que cette communication vis-à-vis des profs en France ? Le choc des savoirs, c'est quasiment le choc des photos, le poids des mots, enfin n'importe quoi. Je pense que pour faire passer des idées, on n'est pas obligé de faire de l'hyper-communication, vous voyez. Donc déjà, je pense qu'il y a eu un problème dès le départ avec ça. Donc c'était Gabriel Attal au ministère de l'Éducation à l'époque. Exactement. Bon, ça, déjà, c'est mon point de vue. D'autre part, quand Quelle formule vous auriez choisie, Adeline ? Écoutez, je pense qu'une bonne vieille réforme à l'ancienne, sans trop de formules, ça pourrait peut-être mieux marcher que ce qui a été fait pour l'instant. L'autre chose, c'est j'ai envie de demander à cette responsable syndicale si elle se satisfait du niveau des élèves en France. Moi, j'ai des enfants qui sont scolarisés ici en France, à l'école primaire, en CM2 et au collège, mais attendez, ma fille qui est en CM2 aujourd'hui, elle a appris le passé composé l'année dernière. Est-ce que c'est normal ? Bon, et je mets pas du tout en cause les professeurs qui sont souvent des gens extrêmement investis, etc. Mais il y a un problème dans le système. Donc, que Gabriel Attal essaye de trouver des solutions, j'allais dire, c'est tout à son honneur. Et dans son histoire de choc des savoirs, il n'y a pas que les groupes de niveau, il y a aussi l'histoire du redoublement. Là, c'est spécifiquement contre les groupes de niveau, enfin, oui. ce recours. Oui, mais dans le choc des savoirs, il y a d'autres choses qui peuvent éventuellement marcher, comme c'est le cas en Belgique. Sur les groupes de niveau, Juan José Dorado, est-ce que vous partagez l'avis d'Adeline Percept ? Je pense qu'on est contre, en Espagne, on est contre les groupes de niveau parce qu'on croit effectivement qu'il y a du tri social. Par contre, on est beaucoup plus proche du modèle suisse, paradoxalement, parce que la loi interdit les groupes de niveau, mais par contre, elle permet aux centres, s'ils ont les moyens, de procéder à des doublements de classes pour effectivement avoir 2 niveaux en maths, 2 niveaux en français, en anglais, en espagnol, etc. Mais si vous avez les moyens, mais par loi, les groupes de niveau sont interdits. Donc, effectivement... C'est complètement interdit par la loi. Voilà, le règlement espagnol, le ministère de l'Éducation ne contemple pas la possibilité de faire des groupes de niveau, tout simplement, au cas par cas. Donc, c'est très fin, effectivement, les lycées ou les collèges qui ont les moyens, parce qu'en fin de compte, c'est une question des moyens. Il y a quelques semaines, on discutait ici même sur le besoin des 5000 professeurs pour la Seine-Saint-Denis. Donc, oui, au groupe de niveau, si vous voulez... Mais mettez 15 000, 20 000 professeurs, puisque c'est ça qu'il faut aujourd'hui dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement primaire. Merci Juan José Dorado. 20h41, le fil info. On retourne à notre discussion juste après l'essentiel avec Louise Buyens.
L'aide américaine sauvera des milliers et des milliers de vies, se félicite le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est un signal clair à Moscou, estime l'Union européenne. Le Congrès vient de voter une enveloppe de 61 milliards de dollars à destination de Kiev. Elle doit encore être validée par les sénateurs. La Chambre des représentants a aussi voté une nouvelle aide militaire de plusieurs milliards de dollars à Israël en pleine guerre avec le Hamas. Et puis un autre texte majeur a été voté ce soir. Il prévoit d'interdire TikTok aux États-Unis, sauf si la plateforme prend ses distances avec la Chine, accusée d'espionner les utilisateurs américains. L'affaire n'est pas terminée dans les accusations de violence qui visent un ancien major de la police aux frontières de Metz. Après une première condamnation, puis une relaxe en appel, le parquet général de Metz se pourvoit en cassation, tout comme les avocats des victimes. Le policier est accusé d'avoir frappé son ex-femme et ses enfants. On connaît la date du procès dans les effondrements de 2 immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille. 8 personnes sont mortes en 2018. 4 personnes physiques et morales, dont un architecte et un adjoint au maire de l'époque, seront jugés au tribunal correctionnel du 7 novembre au 18 décembre prochain. Le dossier pointe l'absence de travaux et d'entretien des bâtiments. En top 14 de rugby, Toulon reçoit Toulouse à 21h05 pour la 21e journée du championnat. Dans les autres matchs du jour, le Stade français a battu Bayonne 28-24 et Perpignan s'est largement imposé à Lyon 51-20. France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. Voilà, plus vite que le jingle, on continue sur France Info à parler d'éducation et de ce recours devant le Conseil d'État contre ce choc des savoirs, surtout contre les groupes de niveau, recours déposé par plusieurs élus écologistes. Je me tourne vers vous, Vaidjout Naravaneh. En Inde, on sait que la déscolarisation s'est encore accentuée dans le pays depuis le Covid. Est-ce que l'éducation fait partie des sujets qui sont discutés à l'occasion des élections générales qu'on évoquait tout à l'heure? L'éducation est drôlement discutée, mais c'est une évidence qu'en Inde, vraiment, le gouvernement n'investit pas suffisamment dans les écoles qui appartiennent à l'État, qui appartiennent à l'équivalent de l'éducation nationale ici. On a l'éducation à plusieurs vitesses avec souvent les profs du gouvernement qui sont absents et puis après, ils établissent les écoles privées, ils obligent leurs élèves d'aller dans leur établissement privé pour pouvoir passer les examens dans les établissements du gouvernement. Il y a énormément de corruption et vraiment l'éducation est devenue une espèce de business. Certes, vous avez 350 000 ingénieurs qui sont produits chaque année par l'Inde, mais ces gens viennent beaucoup plus de l'éducation privée que du secteur du gouvernement qui vraiment manque des moyens. Donc, quand on parle de guerre de moyens, guerre des savoirs, ou la question, est-ce que c'est savoir, est-ce que c'est les moyens, je crois que souvent, c'est une question de moyens. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de classe de niveau, mais plutôt des établissements qui ont des niveaux différents. Il y a des établissements qui sont vraiment dans un très mauvais état. Alexandre Abbé, vous nous avez parlé un petit peu de la façon dont ça se passait en Suisse sur les groupes de moyens ou groupes de niveau. Comment est-ce que l'on regarde ce qui se passe en France, justement ? Les modèles sont très différents, assez difficiles à comparer. En Suisse, on n'a pas ce totem du baccalauréat. On a une filière d'apprentissage qui est vraiment très valorisée, où il y a des élèves qui sont orientés, c'est vrai, assez tôt, parfois trop tôt, ça fait débat, mais enfin vers des secteurs de métiers, et puis parfois, évidemment des secteurs aussi pour les industries à très haute valeur ajoutée, des métiers techniques très, très performants. Voilà, c'est pas forcément, il n'y a pas cette idée qu'on doit faire une scolarité complète, obligatoire, avec une culture générale, sur tous les sujets jusqu'à 18 ans. Et donc ça, je pense que peut-être que la France pourrait aussi, en tout cas la réforme que veut le gouvernement, à mon avis, il faut envisager la scolarité comme un parcours complet et aussi penser à l'objectif et aux débouchés professionnels. Adeline Percept, je ne vous ai pas demandé tout à l'heure comment ça se passait en Belgique. Est-ce que cela existe, ces groupes de niveau ? Alors non, pas du tout. En Belgique, c'est vraiment la philosophie complètement inverse. Il faut le tronc commun jusqu'à l'équivalent de la 3e. Et c'est très important, et c'est un peu un totem. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'au classement PISA, parce que en fait, cette réforme, elle vient comment ? Elle vient parce qu'on s'est aperçu que le niveau n'était pas bon, notamment au classement PISA en 2023. Au classement PISA 2023, la Belgique a eu aussi
des très mauvais résultats en maths, à peu près 21, comme la France en fait, 21 points perdus. On a eu des meilleurs résultats en français et en sciences qu'en France, mais la conclusion tout de suite et des experts et des autorités, des professeurs, ça a été de dire, bon, ok, ça n'a pas été un très bon PISA, mais c'était le Covid. Et donc, rien n'a changé. En revanche, ce qui est différent du système français, c'est que la Belgique avait interdit à un moment le redoublement dans les années 90 et qu'ils sont complètement revenus là-dessus et qu'aujourd'hui, on redouble beaucoup plus en Belgique. Voilà, mais on verra au prochain classement PISA qui a gagné avec les différentes méthodes. Juan José Dorado, est-ce que vos médias en Espagne vous demandent de leur parler de ce qui se passe en France sur l'éducation ? Sur l'éducation, on parle surtout quand on a des faits divers, comme malheureusement on a eu ces dernières semaines, quand il y a des grèves, ce qui est beaucoup plus souvent en France qu'en Espagne, dans le monde de l'éducation. Mais c'est vrai que les systèmes espagnols et français sont plus ou moins semblables, sauf que là où ça change complètement, c'est la façon de gérer l'éducation. Et en Espagne, étant très décentralisé, étant les gouvernements régionaux qui gèrent. Donc ça fait que, par exemple, vous avez le professeur en primaire à Madrid ne gagne pas la même chose qu'au Pays Basque, qu'en Catalogne, qu'en Galice ou ailleurs. Ça ne fait pas débat ? Non, ça ne fait pas débat parce qu'en fait, les gouvernements régionaux étant très proches justement de leur population peuvent investir plus ou moins en fonction de leurs besoins. Donc il y a un niveau qui est clair des dégradations des savoirs. Ça, je pense que c'est plus ou moins généralisé dans beaucoup de pays européens. Mais par contre, ce qui est la gestion, elle s'est fait au plus près des centres scolaires, des primaires et des secondaires. Cela dit, effectivement, en Espagne, on redouble beaucoup moins aujourd'hui qu'on ne redoublait à mon époque. Vous avez quelque chose à nous dire là-dessus, Juan José ? Ça va, vous ne redoublez pas dans les informés. On va faire un tour à nouveau du côté de Lyon. C'est le football avec un retournement de situation. Xavier Montferrand, demi-finale aller de la Ligue des champions féminines, duel franco-français. Et les Lyonnaises qui sont passées devant alors qu'elles étaient menées 2-0, c'est ça ? Ouais, c'est exceptionnel. Exceptionnel ce qui se passe ici au Groupama Stadium. Les 35 000 spectateurs sont en feu, en fusion, tout le monde sautait partout. En 6 minutes, les Lyonnaises étaient menées 2-0. Et bien, elles ont marqué 3 buts à la 80e, la 85e et la 86e. Le dernier par Amel Majri qui venait de rentrer à la place de Delphine Cascarino. 3-2 désormais pour les Lyonnaises qui étaient vraiment abasourdies après le doublé de Marie-Antoinette Catoto, le premier but contre le cours du jeu. Franchement, c'était compliqué pour les Lyonnaises et elles ont renversé la table. Vraiment exceptionnel ce qui se passe. 3-2, donc on est dans le temps additionnel du match. Il reste 2 minutes 30 à jouer. Merci beaucoup Xavier Montferrand et on parlera justement de football féminin, de sa place dans les différents pays. Dans la dernière partie des informés, ce sera juste après le fil info puisqu'il est 20h50, Louise Buyens. Le procureur de la République de Cahors va devoir s'expliquer devant le tribunal en juin prochain. C'est une information de France Info avec nos confrères de France Bleu Périgord. Sa femme l'accuse de violences physiques et psychologiques alors qu'ils sont en train de se séparer. Alexandre Rossi est toujours en poste mais pas au travail car il est actuellement en congé. Pour l'instant, aucune procédure disciplinaire n'a été enclenchée par le Conseil supérieur de la magistrature. L'homme soupçonné d'avoir mortellement poignardé son voisin sur l'île de Ré il y a une semaine a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Il a reconnu les faits, une dispute sous fond d'alcool. Selon le procureur de la République de La Rochelle, les deux hommes se connaissaient très bien. Ils étaient voisins et amis. À Mayotte, Marine Le Pen a été chaleureusement accueillie par une partie des habitants sensibles à son discours anti-immigration. La députée du Rassemblement national propose de supprimer le droit du sol dans l'archipel français pour éviter l'arrivée massive, selon elle, des étrangers venus des Comores voisines. Alors que l'opération Place Nette a été lancée sur place par le ministre de l'Intérieur, Marine Le Pen en a profité pour critiquer l'agitation et la communication du gouvernement. Dans moins de 10 minutes maintenant, l'affiche de ce soir opposera Lens à Clermont pour la 30e journée de Ligue 1 de foot. Tout à l'heure, le Stade Rennais a brillé en s'imposant 3-0 dans le derby breton face à Nantes. France Info. 20h, 21h. Les informés, Victor Matet. Et le football, c'est aussi, vous l'entendiez, la Ligue des champions côté filles. Xavier Montferrand, est-ce que c'est terminé entre Lyon et le PSG ?
Ah, c'est terminé dans 30 secondes. Encore 30 secondes à jouer, Victor, dans ce match absolument exceptionnel. Je ne sais pas si c'est les quarts de finale garçons de la Ligue des Champions qui ont donné des idées, mais là, c'est vrai que c'est débridé. C'est un très grand match de football qu'on voit ce soir à Lyon, entre Lyon et le PSG. Franchement, c'est de très, très haut niveau, avec en plus un scénario absolument dingue, puisque les Parisiennes menaient contre le cours du jeu 2-0 en étant particulièrement efficaces. Et puis, en l'espace de 3 minutes, à la 80e, quand on pensait que tout allait être plié et que les Parisiennes allaient l'emporter, eh bien, Diani a réduit le score. 5 minutes plus tard, c'est Dumornay qui a égalisé. Et à la 86e, Amel Majri, juste une petite minute après, Amel Majri qui venait de rentrer, l'international tricolore, qui donc offre la victoire à Lyon, puisque c'est sifflé à l'instant la fin de ce match. Victoire des Lyonnaises, 3-2 dans un match absolument renversant. Ça promet pour la demi-finale retour au Parc des Princes le week-end prochain. Et ce sera bien sûr sur France Info. Merci Xavier Montferrand. Tout cela va nous permettre de faire un tour de table sur la place du football féminin dans vos différents pays. À vous les informer ce soir. Juan José Dorado, tiens, commençons par le pays des championnes du monde. Où est-ce qu'on en est en Espagne ? Vous savez, on est champion du monde. On a gagné la dernière Ligue des Nations féminine. Les 3 dernières ballons d'or féminins sont espagnols. Donc, nous n'avons pas le palmarès des Lions au niveau des Champions League, puisqu'ils en ont gagné quand même un paquet, 8 je crois. Le Barça n'en a gagné que 2 ou 3, donc on est encore loin. Mais c'est vrai que le football féminin a beaucoup progressé ces dernières années. On n'a pas non plus le nombre de licenciés comme en France. On est à 90 000, la France est à pratiquement 250 000, mais c'est vrai que vous avez eu le mondial de foot féminin qui s'est déroulé en France, et ça a boosté justement le football féminin en France. Donc, en Espagne, c'est important. Il y a des matchs très importants. On a une Liga qui est déjà professionnelle avec 16 équipes. Vous en avez que 12, je crois, uniquement. Donc, il y a des différences avec la France, mais surtout, ça monte. Et surtout, ça a sa place dans les radios, dans les journaux et dans la télévision qui retransmet tous les week-ends les matchs de la première division féminine espagnole. Oui, voilà, moins de retard qu'en France. Où est-ce qu'on en est en Suisse, qui organisera, si j'ai bonne mémoire, le prochain Euro féminin l'an prochain en 2025. Ça veut dire pour autant que les footballeuses y ont leur place ? Alors, elles seront qualifiées d'office en tant que pays organisateur. Mais non, l'intérêt augmente depuis, je dirais, 3-4 ans, où le service public aussi diffuse en direct les matchs du championnat féminin. Et puis, avec effectivement cet Euro 2025 qui est organisé en Suisse, on a eu un petit débat en Suisse, parce que l'enveloppe accordée par l'État, par le gouvernement, donc la Confédération, est de 4 millions de francs, ce qui n'est pas beaucoup. C'était 80 millions pour l'Euro masculin qui avait été organisé en Suisse et en Autriche en 2008. Donc voilà, ça a créé débat, ça a choqué quand même les milieux concernés, et des parlementaires sont montés au créneau, mais on voit qu'effectivement, pour l'instant, le football féminin et masculin ne sont pas sur un pied d'égalité. Alors, passons à la Belgique, qui est candidate à l'organisation du mondial en 2027, dans 3 ans. Et là, un vaste plan de développement est en cours en Belgique. Oui, effectivement. Alors, en fait, on s'est aperçu au moment du mondial l'été dernier qu'il y avait... Voilà, un engouement qui est arrivé. Il y a un gros effort qui est fait par le service public, par la RTBF, qui a un peu parié sur ces matchs. Vous vous souvenez, c'était en horaire complètement décalé, donc il y avait quand même une certaine peur de ne pas avoir les téléspectateurs en face. Et en fait, si, il y a eu des matchs qui ont eu 25% de part de marché, d'audience, donc ça a plutôt bien marché. La RTBF a consolidé vraiment sa présence sur le foot féminin. Et puis donc, il y a cette candidature conjointe de la Belgique avec l'Allemagne et les Pays-Bas pour la Coupe du Monde 2027, 2027, si je ne me trompe pas. Et donc, les résultats seront annoncés le 17 mai prochain, donc on attend. Voilà. Et on vous invitera. Bien sûr, mais j'espère bien. Non, mais la Belgique est un gros pays de foot. Les Belges adorent le foot. Il y a une énorme folklore autour du foot. C'est vrai que le foot féminin prend, parce que les filles aussi regardent le foot depuis très longtemps. Ça me fait penser à l'afición qu'il y a en Espagne aussi, où les femmes regardent le foot et on apprend aux petites filles les règles du jeu, etc. Et donc, la Belgique est un pays un peu similaire de mon point de vue pour ça. Vaishjuna Ravane, que représente le football chez les filles aujourd'hui en Inde ?
Très peu, malheureusement. Par contre, dans le cricket, on a une formidable équipe qui gagne. Surtout, il y a des gros combats entre l'Angleterre et l'Inde. Mais je vois que quand même, il y a les Lyonnaises à Londres qui ont vraiment fait leur preuve. Mais ce qui est formidable dans toute cette histoire, c'est que le sport féminin, que vous regardez le tennis, le golf, le cricket, le football, ça continue à augmenter et il y a de plus en plus de femmes qui prennent le sport un peu plus au sérieux et c'est vraiment génial de voir ces jeunes femmes participer comme ça dans les sports qui étaient réservés auparavant juste pour les hommes. Quand j'étais jeune, on n'aurait jamais pensé que les filles auraient pu jouer au football ou au cricket et aujourd'hui, mais vraiment, le cricket en Inde, c'est un jeu multimilliard. Et alors, les femmes trouvent leur place. Et c'est ça qui est le plus important. Et on finira sur ce mot d'optimisme de Vaidju Naravane sur la place des femmes dans le sport qui grandit aujourd'hui en 2024. Merci à tous les quatre d'être venus ce soir dans Les Informés. Vaidju Naravane, Adeline Perset, Juan José Dorado et Alexandre Abeille. Les Informés reviennent demain matin sur France Info. Très bonne soirée à tous.